Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et spécialiste des podcasts. En général, quand j'explique ce que je fais dans la vie, on me dit soit « Ah mais moi j'arrive pas à écouter ce podcast, c'est pas trop mon truc » ou bien « Ah ouais les podcasts, j'adore, est-ce que tu connais Arte Radio ?» La conversation dérive alors sur une prod ou deux d'Arte Radio parce que pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de podcasts natifs, c'est presque une étape obligée dans le parcours d'écoute et bien souvent dans la passion du podcast. Cette année, Arte Radio fête son 20e anniversaire et pour l'occasion, je me suis dit que ce serait sympa d'aller fouiller dans leurs archives pour vous recommander 5 podcasts sortis il y a plus de 4 ans que vous n'avez peut-être jamais écoutés et qui méritent votre attention. C'est une sélection personnelle et subjective, un peu sur le mode de celle que j'avais faite dans l'épisode 41 de Sans Algo pour les 20 ans des Pieds sur Terre de France Culture. J'ai choisi de mélanger les formats, de la série, de l'unitaire, du docu, de l'autofiction et surtout de panacher les années pour vous donner une idée de l'évolution de ce service public un peu à part. C'est parti! Bon, pour une sélection Arte Radio, j'étais obligée de commencer par une autofiction parce que c'est un peu le format dans lequel le studio excelle. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le principe de l'autofiction, c'est de mettre en scène une histoire vraie qui est arrivée à l'auteur ou l'autrice, mais de l'enrober, de l'habiller grâce au son et à l'écriture de petites scènes jouées par des comédiens. C'est un peu la spécialité d'Arte Radio et j'aurais pu vous citer une bonne douzaine de podcasts différents, mais mon choix s'est arrêté sur De guerre en fils, une série en 6 épisodes de François Perrache et Sabine Zovigian, sortie en 2016. Dans ce podcast, François Perrache raconte son enquête sur la mort de son grand-père, un policier assassiné en 1961 à Paris par des membres du FLN. Ça parle d'histoire, de la guerre d'Algérie, de pétards et du 13 novembre 2015, le tout avec une écriture qui casse les codes du récit traditionnel et une réalisation qui joue sur plusieurs strates sonores qui font passer des infos l'air de rien. Pour vous donner une petite idée, De guerre en fils, ça ressemble à ça. Et ton truc pour Arte, il serait pour quand ? Elle, c'est Laure, On aimerait qu'il soit prêt et diffusable en octobre. l'aînée de mes 3 sœurs. D'accord. Parce que ce sera l'occasion de... Parce que c'est autour notamment... notre grand-père, il est mort début octobre de 61. Oui. Et en fait, c'est en prélude à un événement qui avait eu lieu le 17 octobre 1961. Ouais. C'est les morts qui sont passés par-dessus le truc, là. Donc c'est ça, il y a plus de C'est 200... les 17 mecs qui sont passés sur le canal Saint-Martin. Là. Il y a quelques années, j'étais un peu comme elle. J'ignorais tout, ou presque, de notre grand-père. Et du contexte historique et politique qui entourait son assassinat. Ah, pas 17, non, il y en avait plus de 200 Ah oui, d'accord. qui ont été massacrés par les policiers 200, dans la cour de la préfecture. 200. Oui, au moins, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je savais pas encore que sa mort avait été, sinon l'élément déclencheur, du moins un catalyseur de ce massacre. Ah ouais. Je m'épargnais par là même un certain masochisme. Dans la famille Arte Radio, je demande le témoignage d'un repris de justice. C'est un peu l'une des marottes du studio depuis quelques années. Alors évidemment, on pense à la série de Pascal Pascariello sortie en 2017, Les Braqueurs, qui a été l'une de mes premières claques podcastiques, comme pour beaucoup de gens. Mais j'ai envie de vous en faire découvrir un autre, un peu moins connu, mais pas moins intéressant. Ça s'appelle Un faux prophète et c'est sorti en 2017, quelques mois après Les Braqueurs. Pendant 35 minutes, on écoute le témoignage de Mohamed, un ancien détenu qui a fait 20 ans derrière les barreaux pour meurtre. Et c'est en prison qu'il se radicalise au contact des Frères musulmans, une organisation qui est considérée par beaucoup comme un groupe terroriste islamiste. Au micro de Claire Robiche, Mohamed raconte la prison et surtout la mécanique de la radicalisation qu'il a vécue et qu'il a ensuite fait vivre à d'autres puisqu'il est devenu lui-même recruteur pour le djihad. Au micro de Claire Robiche, Mohamed raconte la prison et surtout la mécanique de la radicalisation qu'il a vécue et qu'il a ensuite fait vivre à d'autres puisqu'il est devenu recruteur pour le djihad. À l'époque, moi j'étais surtout un wahhabite. J'avais été initié par des frères musulmans. Et donc on était très, très ancrés dans le salafisme et dans un islam rigoriste. On rêve d'un
d'un sunnisme avec des gens qui sont tous soumis à Dieu. L'objectif, c'est d'appliquer Sharia, la loi de Dieu. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de Dieu. La loi des êtres humains est une infamie, en fait. Après, l'effet de groupe fait peur. Tu vois, en plus, t'as 20 barbus avec des taches sur le front, des mecs qui s'entraînent aux arts martiaux, tu vois, qui s'entraînent au combat, ils sont chauds, ils font du sport toute la journée, ils interdisent la cigarette. On met à escient notre temps pour les connaissances. On est vraiment enfermés entre nous, en promenade, à la fenêtre. Tu vis vraiment comme un moine, hein. On est des moines soldats. Vraiment, on est dans cet esprit-là, du moine soldat. L'une des autres marques de fabrique d'Arte Radio, c'est de proposer un traitement sur le temps long, à la fois pour les auditeurs et auditrices, puisqu'il y a beaucoup de formats feuilletonnants, mais aussi pour les journalistes et les auteurs. En 2012, par exemple, Claire Hauter et Samuel Hirsch se sont rendus à Metz, au Point Accueil Écoute Jeunes, une association qui accompagne les jeunes adultes en difficulté. Pendant 1 an, ils ont suivi les éducateurs et les jeunes qu'ils essayent d'aider, souvent en vain, à vrai dire, et ils en ont fait une série en 5 épisodes qui s'appelle Par la capuche et qui est sortie en 2013. Ce que j'aime dans ce docu, c'est qu'on est plongé dans le quotidien de ces travailleurs sociaux. On entend les parcours hyper difficiles des jeunes qu'ils voient tous les jours et comme on est chez Arte Radio et qu'on prend le temps, on entend surtout les éducateurs réécouter des scènes des mois après leur tournage et les commenter avec du recul. Comme dans cet épisode avec un certain Stéphane, le plus poignant de la série d'après moi. Ouais, t'as pas réel, t'es dans un film de réel, cul. tu vois pas là. Ouais, tu vois pas. Moi aussi, je suis réel. Mais oui, je sais. Ah, Stéphane. de ma Non, gueule. mais moi je me fous pas de ta gueule. C'est réel, tu te bats. Non, ouais. C'est pas Je suis agréable. relou, Quand- je sais. Voilà, t'es relou quand t'es comme ça, vraiment. Donc, bon. Après, quand tu seras dans le train et quand tu nous appelleras pour nous dire que tout va bien, ben, on sera rassurés. Maintenant, ça résout pas l'histoire du traitement. Mais Inch'Allah, qui verra. Je m'en fous, je pars. Lui, il veut s'accrocher à quelque chose qui le fait rêver. Hein, on l'entend, mais... Mais si, c'est réel, bien sûr. Non, Stéphane. Et je me casse ma sorte de nouvelles et puis le reste, merde. Oui, donc avec Stéphane, donc il a rejoint son frère, hein, qui était à Chambéry ou Grenoble, je sais plus, et ça a tenu 1 semaine, quoi. Et ils sont bien pris la tête, après pour des broutilles, hein, je suppose. Voilà, ils étaient en confrontation, et je crois que, d'après les dires de Stéphane, ça a été même assez violent. Donc Stéphane s'est retrouvé seul dans une région où il n'avait pas ses repères, mais le réflexe, c'était le 115, quoi. Un autre format long que j'adore, c'est le documentaire Je découvre mon enfant, sorti en 2004. On suit les premières heures, les premiers jours, les premiers mois de Noémie, une petite fille née en 2002, à travers les yeux et le micro de sa maman, la journaliste Perrine Kervran. Il y a énormément d'enregistrements du quotidien, des babillements de Noémie à ses premiers mots, des galères aussi quand elle pleure, qu'elle est malade ou qu'elle refuse de faire de la luge, par exemple. Mais ce docu n'est pas ce qu'on appelle un tout sonore, il y a aussi une voix qui commente ce qu'on écoute par-dessus les reportages. Et cette voix, c'est celle de Perrine Kervran elle-même, qui confie ses peurs, ses doutes, ses joies et ses angoisses de jeune maman. Presque 20 ans après sa publication, ce documentaire n'a pas pris une seule ride, tellement il est intime et universel à la fois. Je découvre mon enfant, c'est un podcast en 9 épisodes de 15 minutes, plus un petit bonus à la fin. Je vous conseille d'aller l'écouter en entier et surtout de l'envoyer à tous les gens autour de vous qui sont ou qui aimeraient devenir parents. Notamment parce que dans ce documentaire, Perrine Kervran parle très concrètement de ce que ça a changé chez elle de devenir maman, comme par exemple la notion de vacances. Et là, on se posait, on prenait l'apéro, on était crevés mais on était contents. Quelle couleur? Mais elle sait pas dire les couleurs. Ces couleurs!
Tu veux quelle couleur, Noémie? Et puis on savait que demain, les vacances recommençaient à 7h du matin. Là, c'est bleu, là, c'est vert. Bon, on va pouvoir y aller, on va faire un petit tour et puis on va y aller? Hein? On rentre à Paris. Non, viens ici. Viens ici, Lolo. Faut passer tout le truc. Moi, j'ai pas fait le ménage pour ça. Je te jure que je... Mais non, mais ça me fout en boule. Ça se voit pas du tout. Attends, tu vas pas venir la serpillière à 4 pattes, c'est bon. Je ramasse juste les merdes des vélos. Mais heureusement, la rentrée est vite arrivée et on a enfin pu se reposer. Bon, allez, on y va avant de s'insulter. Et je termine cette sélection par une petite création sonore un peu barrée parce que ça aussi, c'est un peu la signature d'Arte Radio. C'est un privilège du service public. Ça s'appelle Mental FM. C'est sorti en 2018 et c'est signé Victoire Tuaillon, que vous connaissez déjà sûrement pour son podcast chez Binge Audio, le fameux Les couilles sur la table. Cette fois, ni couilles ni table, mais une petite voix dans la tête d'une femme ordinaire qui oscille entre angoisse, moment de folie et charge mentale. C'est un peu fou, c'est drôle et sur le plan sonore, ça part dans tous les sens, mais la réalisation est vraiment top et elle est signée Arnaud Forest. Je vous mets un petit extrait de Mental FM. À chaque voix, à chaque bécasse, ses obsessions. La bécasse qui prend de bonnes résolutions. Il faut que je fasse de la méditation, du yoga ashtanga, du krav maga, un stage d'ayahuasca. 50 abdos tous les matins, une douche froide, de la crème pour les mains. Se brosser les dents après chaque repas. Je mange sans sucre, je mange sans gras. Je fais 10 000 pas. La bécasse qui aime se faire peur avec de fausses impulsions. Il suffirait que tu t'approches de cette dame et que tu la pousses. Et là, c'est le drame. Tu pourrais, là, monter sur la table, balancer tous les verres par terre et te mettre à crier. Imagine, tourne un tout petit peu le volant et là... La bécasse qui compare comme un garçon bouché à la foire. Plus grosse que moi, moins grosse que moi, mignonne, potable. Bon, une fois qu'on a écouté tout ça, on a évidemment envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire et la ligne éditoriale d'Arte Radio. J'ai donc invité Sylvain Gir, cofondateur et responsable éditorial du studio, au micro de Sans Algo. Bonjour Sylvain Gir. Bonjour Mathilde Mélin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née Arte Radio en 2002 ? Au départ, c'était un peu la danseuse, on va dire, l'idée du président d'Arte de l'époque, Jérôme Clément. Il voulait à tout prix qu'Arte ait une radio. On est en 2001, donc il engage un consultant qui réfléchit, qui dit que Arte peut pas avoir une radio hertzienne, donc il faut faire une radio sur Internet. Et il recrute Christophe Rowe, qui est un jeune ingénieur du son qui sort d'école, et moi. L'Internet, à l'époque, faut se remettre, le projet est né en 2001, on commence à diffuser en 2002. Il n'y a rien, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas Facebook, et il n'y a pas de haut débit chez les gens. Donc on se dit, on va faire des formats courts, et puis on va faire du reportage, des créations avec des jeunes gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment une équipe de gens jeunes, super motivés, et que la forme épouse le fond. C'est-à-dire que dès le début, on se dit, comme ça va être sur Internet, et que Christophe décide que ce sera téléchargeable, ce qui à l'époque est une grosse révolution, on se dit en fait les gens, ils vont pas écouter comme on écoute la radio d'une oreille, puis ça sort par l'autre, puis quand tu dois prendre le métro, t'arrêtes d'écouter la radio. On se dit les gens, ils vont pouvoir réécouter. Donc on n'a pas du tout l'ambition de faire de l'art ou des œuvres, on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça des sons, parce que le mot podcast n'existe pas. Mais on se dit, ces sons, en fait, les gens, ils vont s'en faire des playlists, ils vont les réécouter plusieurs fois. Donc la première fois, ça sera pour ce que ça raconte, puis la deuxième fois pour le montage. Donc dès le début, et c'est encore le cas maintenant, il n'y a pas de format, c'est des auteurs, et on soigne la mise en onde. Est-ce que vous vous souvenez des toutes premières créations d'Arte Radio ?
Oui, elle est toujours en ligne et elle sera au Palais de Tokyo pour nos 20 ans. Ça s'appelle Skyball de Jérémy Noéni Banafunzi, qui travaille encore avec nous 20 ans après. Et c'est un reportage sur le Skyball, qui est une espèce de sport qui mélangeait le hip-hop et le basket de rue. Et la première phrase qu'on entend dans le reportage, c'est un gars qui dit « J'utilise le son d'une rambarde ». Et j'aime bien que ça soit le premier reportage d'Arte Radio parce que c'était notre philosophie, en tout cas à l'époque, j'utilise le son d'une rambarde. Ça veut dire que les sons de la ville, les sons qui nous entourent, ils parlent et ils ont des choses à raconter, parfois autant que les interviews. Quand Arte Radio naît en 2002, le mot podcast n'existe pas, mais il y a ce qu'on appelle des sagas MP3, des séries de fiction diffusées sur Internet, comme par exemple le Donjon de Nalbuck de John Lang. Lui, c'est vraiment le premier du podcast. Est-ce que vous vous en êtes inspiré ? Non, pas du tout, mais je sais qu'il existe et moi je tiens, et c'est vrai que dans les interviews, j'aime bien apparaître comme le parrain du podcast, mais j'ai souvent dit, d'ailleurs je l'avais dit à l'AFP pour les 10 ans d'Arte Radio, le vrai inventeur c'est John Lang, absolument, avec le Donjon de Nalbuck. Après, c'était pas un site professionnel au départ, c'était bricolé. Les sagas MP3, ça m'a toujours fasciné. On avait approché un gars qui en faisait, on avait envie d'en produire. Ce qui me paraissait intéressant, c'est que ça, d'abord, moi, j'aime tout ce qui est dans les marges. L'underground, les fanzines, ça m'a toujours passionné. J'ai pas le culte des grands professionnels, bizarrement. Et ces gars-là, dont personne ne parle jamais. C'est-à-dire, moi, je passe ma vie à en parler aux journalistes. Il n'y a personne qui connaît. Il y a très peu d'articles sur eux. C'est très rare qu'on en parle. Ça commence, et il y en a eu un tout petit peu, mais ils sont jamais dans les festivals de radio. Ils sont pas à la SACD. Ils sont pas dans les concours. Et ils ont certainement plus d'audience dans leur fiction, en tout cas à l'époque, que Arte Radio et France Culture réunis. Donc ça me fascinait. Après, une bonne fiction, il faut une écriture, un style et des acteurs. Et ça, l'absence de professionnalisme là-dedans fait que c'est pas toujours au top. Par contre, en sound design et en animation de communauté, les gars sont les rois. Je dis les gars parce que c'est quand même un truc de geek très masculin, les sagas MP3. Mais je veux dire, moi j'étais fasciné parce qu'ils arrivaient à créer autour de leur création. Comment vous définiriez la ligne éditoriale d'Arte Radio et est-ce que c'est la même aujourd'hui en 2022 qu'il y a 20 ans en 2002 ? Oui, je dirais que c'est la même, des écritures d'auteur, c'est-à-dire que c'est pas le sujet qui compte, c'est le projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas journaliste, on va pas parler sur ou à propos de. L'objet podcast lui-même, l'objet sonore, il a sa propre justification. C'est toujours un travail sur la forme avec le point de vue d'un auteur. J'ai la conviction que le XXIe siècle, c'est une période de grande révolution, notamment dans les domaines de l'intime. Bon, l'intime, c'est devenu un cliché, voire un argument marketing. Mais à la base, disons que le rapport au désir des jeunes générations, au désir, à l'amour, au sexe, et du coup aux questions de genre, et du coup aux questions féministes, ce rapport-là est complètement bouleversé. La manière dont les jeunes générations appréhendent ces thèmes est radicalement différente de toutes les générations qui les ont précédées dans l'histoire. C'est vraiment fondamental et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très tôt. Et c'est pas seulement que je m'en suis rendu compte, c'est comme travaillent à Arte Radio 2/3 de femmes, de jeunes femmes, ce sont les projets qu'elles amenaient avec elles et qu'elles voulaient exprimer et qui ne pouvaient pas s'exprimer dans les médias traditionnels. Il y avait aussi l'interdiction faite aux journalistes d'employer le je. Or, parce que le je apparaissait comme quelque chose de narcissique, alors que le journaliste doit être objectif, il doit être au-dessus de la mêlée. Bon, on sait maintenant que l'objectivité n'existe pas, mais on sait qu'aussi que sans le je, on se perd d'une grande part de l'expérience directement vécue des individus. Et le podcast a permis de prendre une voix, de prendre la parole, tout un tas. Donc, c'est rester à l'écoute de ça, mais le faire toujours dans l'appréhension, on est quand même un service public, on a des moyens, même si on n'est pas très riche en budget, on est une petite équipe, mais quand même, on est adossé, on fait partie d'Arte, donc on a une responsabilité. C'est gratuit, c'est sans publicité, en revanche, il faut être une référence en termes de qualité sonore, en termes de qualité de production, on doit viser quand même une exigence très grande sur chaque projet. Et on bénéficie de cette chance du service public. Là, l'audience marche très bien, mais j'allais dire, c'était pas le but de la manœuvre au départ. En tout cas, on a été soutenu même quand ça marchait pas. Et du coup, on se doit. Enfin, c'est une obligation pour nous d'apporter quelque chose de différent, quelque chose de très travaillé.
Et heureusement, grâce au soutien d'Arte, on a le temps pour ça. Parce que, par exemple, combien de projets vous produisez par an ? Pendant un moment, c'était 140, 120. On est en fait sur 2 axes différents. L'apparition des studios privés de podcasts, Binge, Nouvelles Écoutes, tout ça. Autour du milieu des années 2010. Voilà, 2015, 2016. Ça nous a mis une grosse claque puisque nous, on pensait avoir aboli le format et le rendez-vous. Et puis en fait, on s'est aperçu que le public voulait des rendez-vous à peu près formaté. C'est-à-dire faire du flux, quelque chose d'hebdomadaire ou de mensuel ? Quelque chose d'hebdomadaire ou de mensuel sur le même thème, avec le même générique, le même animateur. Alors que nous, on faisait des one-shots ou des séries. On avait fait quelques émissions. Nous, on appelle ça des émissions. En gros, tout ce qu'on fait, on appelle ça des podcasts. Mais à l'intérieur des podcasts, on distingue les docus, les fictions, les séries et les émissions. Donc les rendez-vous. On a donc créé des rendez-vous qui ont très bien marché, qui marchent toujours très bien, qui sont un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, Bookmaker de Richard Guettet et Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel. Simplement, on les fait de la même manière qu'on a toujours travaillé. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas des émissions de plateau. Il y a du documentaire, on va chez les gens, on va à l'autre bout de la France, on va à l'étranger s'il le faut, on enregistre des ambiances, on enregistre de la vraie vie. Et on accorde un soin particulier à la forme, c'est-à-dire à la réalisation. Je crois qu'il y a un rythme, un rapport au temps, en tout cas sur Arte Radio, qui n'est pas le même qu'ailleurs. C'est pas que c'est plus lent ou plus rapide, c'est qu'il faut laisser de la place à l'auditeur pour digérer. Il y a aussi des émissions qui se sont arrêtées. Je pense à Dépêche d'Olivier Minot, Fenêtre sur cour d'Élise Costa ou L'Insomniaque de Camille Juzo, qui est un peu plus récent. Pourquoi un podcast, pourquoi une émission s'arrête chez Arte Radio ? Tous les podcasts s'arrêtent. Beaucoup de podcasts s'arrêtent. Chez nous, il y a différentes choses. Élise Costa, Fenêtre sur cour, c'est quand même un regard. Il faut savoir que ça cartonnait. Ça marchait vraiment très bien et ça continue à marcher très bien. Ça a arrêté depuis 2 ans et ça continue à marcher. Élise Costa, c'est peut-être un regret. C'est dans la forme, à un moment donné, si tu veux, on n'est pas nombreux, on n'a pas énormément de budget, il faut choisir, on a voulu privilégier, essayer d'autres choses, on a quand même accompagné Fenêtre sur cour pendant 2 ou 3 saisons, donc ça s'est arrêté. Dépêche d'Olivier Minot, c'est son choix, il a fait 141 épisodes, 1 fois par semaine, le gars était complètement à un bout de nerfs, voilà. L'Insomniaque, c'était un pari sur 10 épisodes. Je trouve qu'il y a des très bons épisodes, d'autres un peu moins bons. Elle a vraiment joué le jeu, elle a bien travaillé, mais on n'était pas entièrement convaincus. En tout cas, c'était pas quelque chose qui était voué. Déjà, de s'engager sur 10 épisodes dès le départ, pour nous, c'était un gros effort. Vous parlez du budget d'Arte Radio. C'est quoi le budget annuel d'Arte Radio et est-ce qu'il a évolué depuis 2002, notamment depuis la moitié des années 2010 avec le boom du format podcast en général ? Ce qui a évolué, c'est l'arrivée, et c'est une vérité que je vais dire, c'est l'arrivée de Bruno Patino à la présidence d'Arte. Bruno Patino, il vient du numérique et du coup, il aimait bien Arte et lui avait compris, disons, plus que les directions précédentes d'Arte, la révolution qu'on avait accomplie et la pertinence des choix qu'on a fait il y a 20 ans. Donc, il a augmenté notre budget qui est passé de 400 000 € à 500 000 € et il a augmenté l'équipe qui est passée de 5 personnes à 8 personnes, dont quand même beaucoup de personnes à mi-temps. L'audience, elle est passée ces dernières années de 400 000 écoutes par mois à 2 millions d'écoutes par mois. Vous cultivez un certain goût de l'impertinence, en tout cas des choses qui ne rentrent pas dans les cases chez Arte Radio, y compris dans votre communication, dans la façon dont vous vous adressez aux gens. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait lire sur votre site un billet intitulé « Comment se faire refuser un projet chez Arte Radio » qui était assez costaud. Il y est toujours. Depuis, il a été changé. Le texte est quand même plus... Oui. Et moins costaud, on va dire, dans la tournure des phrases. Est-ce que 20 ans, c'est aussi l'âge auquel Arte Radio abandonne son côté un peu rebelle pour se ranger dans une approche plus apaisée, en tout cas plus en phase avec le reste du marché du podcast ? Non, ça n'a rien à voir avec le reste du marché du podcast. Ma punchline pour les 20 ans, c'est on était là avant le podcast, on sera là après. Je crois que c'est moi qui ai changé parce que j'ai une attitude assez rude, assez exigeante. J'adore l'ironie et le second degré. J'ai mis du temps à comprendre que sur les réseaux et dans le monde d'Internet et à notre époque, l'ironie et le second degré, c'est dangereux. C'est-à-dire que si tu parles en te moquant de toi-même, c'est pas forcément perçu. Donc il y a des gens qui m'ont dit, ton texte, comment se fait refuser un projet, il est très dur. Pour moi, il est franc. C'est-à-dire que je réponds à
tous les mails que je reçois. Ça me prend un temps infini que je vole aux productions pour lesquelles je suis payé, dont je devrais m'occuper parce que je réponds à tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de rédacteurs chefs qui font ça sur Paris. Donc, si je peux me permettre aussi d'être dur parce que je suis cash. C'est-à-dire que je dis à tout le monde la vérité. Donc, à une, je vais dire c'est génial, c'est extraordinaire, venez, on va faire un truc sublime. Et à d'autres, je vais dire bon, voilà. Mais j'ai adouci ce texte, oui, effectivement, parce que peut-être que l'époque n'est plus à des choses aussi radicales, et puis que ça sert à rien, en fait. Quand on s'énerve, c'est qu'on s'énerve contre soi. Je pense que vraiment, c'est pas du tout le marché du podcast ou l'air du temps, je crois. C'est moi. Arte Radio, c'est beaucoup de vous l'avez fondé, ça fait 20 ans que vous êtes aux manettes d'Arte Radio. Après autant d'années, qu'est-ce qui fait qu'on ne se lasse pas de ce job ? J'ai la meilleure équipe du monde, elle se renouvelle. Il y a des jeunes qui sont arrivés récemment, Sahar Pirouz, Fanny Lehmann, Stella de Feder, ça fait déjà un moment qu'elle est là, mais elle est toujours jeune. Là, actuellement, dans mon bureau, il y a moi et il y a 6 jeunes femmes, et ça crée une ambiance complètement différente. Elles ont leur club, elles vont au cinoche ensemble, elles amènent de la soupe à midi, enfin bon, ça m'éclate. Les sujets, c'est jamais les mêmes, les projets sont pas les mêmes, les émissions évoluent. Et puis, c'est ce qui m'a toujours intéressé quand même, c'est capter ce qui se passe, être dans les premiers à parler d'un phénomène qu'on sent venir. Y a toujours des projets formidables qui arrivent. Ça donne envie. Puis les gens ont vachement évolué, ils écoutent beaucoup plus de choses, ils arrivent, ils savent ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'on est plus reconnu maintenant, qu'on a plus d'importance, mais du coup, il y a tout un tas de gens qui ont grandi avec nous. Ça fait toujours bizarre à entendre, mais c'est vrai. Et ça, c'est touchant. Après, très honnêtement, je veux pas faire la saison de trop ou les années de trop. J'ai pas du tout l'intention de mourir à mon poste ou de m'éterniser. Je trouve que ce serait malsain. C'est vrai que Arte Radio, il y a beaucoup de moi dedans, mais il y a aussi 427 auteurs et une équipe de 10 personnes qui apportent quelque chose. Donc, je pense que ça me survivra. C'est quoi la suite pour Arte Radio alors ? Là, donc on a 20 ans, on est invité au Palais de Tokyo, du 3 au 12 décembre, j'en fais de la retape. Le Palais de Tokyo, c'est la pire acoustique du monde. Du coup, on savait pas trop quoi faire. Et en plus, on a du boulot. C'est-à-dire qu'on a des trucs, faut produire le prochain bookmaker, le prochain podcast à soi. Donc Arnaud Forest a eu l'idée géniale. Il a dit, en fait, la seule solution, c'est de déménager et de bosser là-bas. Donc on déménage le studio, les bancs de montage, les bureaux, le mien, toute l'équipe, les 10 personnes. Et pendant 10 jours, on bosse. On va faire des lancements. La grosse série de fiction, on va faire des démonstrations de bruitage, on va faire des démonstrations de mix et de montage. J'adore parce qu'on dit aux gens, venez, vous allez pouvoir assister à un mixage. Je regarde Benjamin, le réalisateur. Regarder un mixage, c'est comme regarder un mur qui sèche, quoi. Ça prend des heures, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est ça le travail. Dévoiler la vie des braqueurs ou des travailleuses du sexe, c'est la même chose que de dévoiler la vie d'une radio. C'est-à-dire qu'on va dire, on est des gens, on est comme ça, on a nos défauts, nos qualités, des fois on se plante, des fois on s'engueule, mais on va tout faire devant les gens. Les réunions, les rendez-vous avec les auteurs, les montages, et puis de temps en temps, on fera vraiment des démos et des rencontres. Donc, tous les soirs à 19h30, rencontre avec une autrice de podcast, pour discuter de différents thèmes. Voilà. Donc du 3 au 12 décembre au Palais de Tokyo. Merci beaucoup Sylvain Gir. Merci beaucoup Mathilde Mélin. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Si ça vous a donné envie de vous plonger un peu plus dans l'univers d'Arte Radio, 2 conseils. Le premier, allez vous perdre sur arteradio.com, le site regorge de pépites sonores. Et le deuxième, allez au Palais de Tokyo à Paris entre le 3 et le 12 décembre 2022, ça c'est si vous n'écoutez pas cet épisode trop tard, pour assister au cycle organisé par Arte Radio. Le programme et la billetterie sont à retrouver sur le site du Palais de Tokyo. Et si le site d'Arte Radio ne vous suffit pas, vous pouvez aussi redécouvrir toutes mes autres recommandations d'écoute dans les épisodes précédents de Sans Algo sur Slate Audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine recommandation garantie 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Ours pour l'enregistrement de cet épisode et à Mona Delahaye pour le montage.